Mais lui, il parlait pas de ça, il parlait du principe même. Il dit on sépare plus depuis la destruction du temple, on se sépare plus entre juifs, c'est plus possible. Et il pensait surtout que c'était dangereux. On vit pas, on n'est pas suffisamment nombreux et suffisamment puissants pour nous permettre ce luxe de mettre des gens à nous de l'autre côté de la barrière. Elie Kling, bonjour. Bonjour. Ravi de te retrouver, Elie. Alors, on a l'habitude de te recevoir pour parler de Chemdat Adarom, l'établissement que tu diriges, le séminaire pour jeunes filles, après le bac. On va ouvrir la 28e promo. Mais aujourd'hui, tu n'es pas là pour ça. Non. Tu es là parce que tu viens de rééditer un livre et une réédition qui était attendue par beaucoup, le Netziv de Volojine, un personnage emblématique du peuple juif, on peut le dire, qui t'a beaucoup inspiré. Je ne sais pas si elle était entendue par beaucoup, mais... Oui, beaucoup mais voilà, ça fait longtemps que je l'avais sorti, très longtemps, j'étais très jeune. Et puis, c'est un copain qui est en même temps éditeur, Youssef, qui édite Lishma. Édition Lishma. Que je connais depuis très longtemps également, et qui me dit, écoute, il y en a marre, il faut quand même sortir ce bouquin, personne l'a lu, plus personne l'a lu, ça fait tellement longtemps, puis c'était une petite édition, et il faut lui donner ses lettres de noblesse, justement, le bonhomme mérite d'être connu, tout ça. J'ai dit non, parce que je suis flemmard de nature, tu sais, tu me connais, mais il a insisté, et sauf, j'ai dit, tu sais quoi, allez, et là, voilà, donc remis au goût du jour, oui, parce qu'il fallait rajouter des trucs, ouais, parce que évidemment, depuis le temps, il y a des choses qui ont un petit peu changé, pas chez lui, chez le Netziv, il n'y a plus grand-chose qui change, mais chez moi, par rapport à lui, donc il y a quelques légères modifications, mais essentiellement, c'est une réédition d'un truc qui a paru il y a très longtemps et qui a disparu, quoi. C'était un mémoire pour toi, au début. Au départ, c'est en effet une thèse de maîtrise que j'avais fait pour l'INALCO, pour les langues orientales, quand j'étais encore en France. Et puis, les choses ont évolué. Arrive en Israël, tu as voulu continuer. Moi, je voulais continuer. Je voulais faire un doctorat, en fait. Et donc, je suis allé à l'Université hébraïque de Jérusalem. Ils m'ont bien reçu. Ils sont très sympathiques. Ils ont souri. Alors, j'aurais dit, voilà, j'ai déjà fait un truc. Je veux que ça serve de base pour le doctorat. En général, le doctorat, c'est 2 fois plus... Enfin, la maîtrise, c'est 1/3 du doctorat, en général, plus ou moins. Et je voulais faire un truc comparé, c'est-à-dire le Netziv, par rapport à d'autres rabbinim de son époque, sur plus ou moins, qui étaient confrontés plus ou moins aux mêmes défis, aux mêmes problématiques, et comment est-ce que chacun a réagi. Et donc, ils ont dit, bon, bonne idée, montre-nous ce que tu as déjà fait. J'aurais montré ce que j'ai déjà fait, et puis ils m'ont dit, bon, écoute, c'est un truc en France, c'est français, etc. Il y a plein de trucs que tu devrais... que tu connais pas, dont tu n'as pas parlé. Que tu devrais, en fait, ils pensaient surtout aux bouquins qu'eux-mêmes avaient écrits. Mais pas seulement. Et en fait, ils avaient raison, quoi. C'est vrai que c'est une autre perspective. Donc, avant de pouvoir m'accepter en doctorat, il fallait que je refasse une thèse que j'ai refaite, en effet, plus précise, on va dire. Ici, dans le bouquin que j'avais fait à l'époque, c'était le Netziv un petit peu éparpillé, c'est-à-dire ce qu'il pensait, ce qu'il écrivait, etc. Là, c'était plus centré sur un problème particulier, etc. Et en effet, ça a été donc accepté et j'aurais dû ou pu continuer ensuite pour le doctorat, mais c'est moi qui pas... C'est Chemdat Adarom est venu à ce moment-là et c'était trop prenant, j'arrivais pas à faire ça et ça. Alors, qui était le Netziv de Volojine ? Alors, le Netziv, on l'appelle Netziv parce que ce sont les premières lettres de son nom. Il s'appelle en fait Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin. Berlin, c'est son nom de famille. Et donc, Netziv, c'est l'acrostiche, on dit. Ouais, la contraction. Voilà, contraction. Et Netziv, ça veut également dire un homme stable. Ça veut même vouloir dire un gouverneur. Par exemple, le gouverneur anglais qui venait pendant les périodes de mandat britannique, on l'appelait le Netziv. Mais Netziv, ça vient de Yatziv, qui veut dire stable. Et en effet, c'était l'homme stable de la génération dans le monde de la yeshiva. Je parle évidemment d'Europe de l'Est. Il est arrivé dans cette yeshiva de Volojine, justement. De Volojine, qui tout était... jeune. Voilà, la Volojine, c'est pas une yeshiva parmi d'autres. C'est ce qu'on appelait l'Ema Yeshivot. C'est la mère de toutes les yeshivot. En fait, il faut savoir, les gens ne savent pas trop, mais le système qu'on a aujourd'hui dans les yeshivot, c'est-à-dire tu pars vivre dans un endroit, tu dors, tu manges, etc. Et tu reviens que pendant les vacances, il y a 2 vacances dans l'année. Ça, c'est Volojine qui a commencé. Avant Volojine, c'était pas comme ça. On étudiait dans les yeshivot, mais les yeshivot, c'était... Dans chaque ville ou village juif, il y avait un bet midrash, en fait, c'est les yeshivas. On rentrait chez soi tranquille le soir, on revenait, etc. Et c'est le Gaon de Vilna, en fait, qui avait des idées très précises sur comment doit se faire l'éducation toranique, l'éducation juive, et qui disait, comme ça, on n'arrive pas à éduquer. Et si chaque fois que le gosse nous échappe parce qu'il rentre à la maison, et puis après il y avait des conflits à la maison, t'as appris ça, nous on fait pas comme ça, etc., etc., on n'y arrive pas. Il faut qu'il soit suffisamment longtemps pour pouvoir
imprégner, leur expliquer qu'est-ce que c'est que vraiment l'étude de la Torah. Et donc, il avait écrit tout un programme de yeshiva moderne de l'époque. Mais il n'a pas eu le temps de la réaliser. Donc, il est mort avant, et c'est son élève, un de ses élèves, son élève le plus proche, qui s'appelle Rab Chaim, qui lui a créé la yeshiva de Volojine, et qui en est devenu le premier Rosh Yeshiva. Après, le Netziv, il est venu plus tard. Il est devenu le 3e ou le 4e même Rosh Yeshiva. Mais lui, quand il est arrivé pour longtemps. Donc, il est arrivé... oui, il est arrivé à l'âge de 14 ans, il est parti... il est parti 60 ans après. Ouais. Voilà. Il est arrivé à l'âge de 14 ans parce qu'en fait, le Rosh Yeshiva de l'époque, qui était plus déjà le Rab Chaim, qui était Rabbi Yitzhak, on l'appelait, lui, il voulait absolument avoir un successeur et il voulait également avoir un bon mari pour sa fille. Et donc, il est allé voir la famille Berlin, qui, elle, était connue parce que c'était des gens très respectables, il y avait aussi un petit peu d'argent, etc., comme on faisait à l'époque. Et pourquoi pas le petit Naftali Tzvi Yehuda. Il dit, voilà, bonne idée. Donc, il est parti, il avait 14 ans. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est une des premières choses intéressantes dans cette histoire-là, c'est qu'il n'était pas du tout doué, en fait. C'est-à-dire qu'il étudiait, et puis ça rentrait pas. Ça rentrait pas du tout. Et donc, à un moment, le père du Netziv arrive à la yeshiva pour demander des nouvelles de son fils, et le Rosh Yeshiva le reçoit et il lui dit, écoute, c'est un très gentil garçon, on fait ce qu'on peut, mais bon, mais bon, je pense pas qu'il pourra rester longtemps ici. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est mon genre, mais il peut faire autre chose, il peut faire dans le commerce, il peut faire autre chose, etc. Et le natif a entendu tout ça. Alors, je sais pas exactement où est-ce que son oreille traînait à ce moment-là, mais enfin, il a entendu tout ça. Et ça l'a tellement énervé, il voulait se montrer à lui-même qu'il y était capable. Et il est devenu, à partir de ce jour-là, il était déjà, mais enfin, il est devenu le matmid, on appelle ça, de la yeshiva. Matmid, ça veut dire le type qui vient le premier au Beth Midrash le matin, qui part le dernier. C'est-à-dire qu'il étudiait, en disant, ça va bien finir par rentrer. Et en fait, comme il était très modeste en plus, alors c'est rentré au bout d'un moment, c'est vraiment rentré, vraiment. Mais son beau-père, le Rosh Yeshiva, ne s'est même pas rendu compte parce que... Il le faisait pas qu'à lui. Pour lui, ça marchait pas. Il avait déjà jugé au premier... Voilà. Et un jour, il rentre dans sa chambre... et ses yeux se posent sur des écrits à lui où il a une correspondance en fait avec les rabbinim les grands rabbinim de la génération sur les problèmes pointus de Halakha et de Gemara. Et là, il s'aperçoit qu'il y a une perle à côté de lui. Il n'était pas au courant. Il parlait avec, je crois, le Rav Yitzhak Luria. Avec Yitzhak Luria et pas seulement avec lui. Et donc, il lui a dit, écoute, tu sais quoi, commence à donner quelques cours à la yeshiva. Donc, il a commencé par donner quelques cours. Et après, à la mort du Rabbi Yitzhak, il y avait un autre qui est venu pendant quelques temps, mais il est mort aussi parce qu'il était malade. Et ensuite, il a pris la suite. Il est resté là pas très longtemps. Alors, tout ça, c'est passionnant. Vous allez nous parler de lui encore. Et surtout, pourquoi vous vous êtes attaché à sa personnalité et pourquoi vous avez voulu, dans un petit livre, transmettre un peu qui il était pour que les gens puissent en profiter. Comment ça a commencé votre attachement au Netziv ? Alors, c'était pas la personnalité au départ. Au départ, c'était le Chumash, parce que le Netziv est connu en général dans les milieux des gens qui étudient plus ou moins, parce qu'il a écrit un très joli commentaire sur le Chumash, qui s'appelle Amek Davar, qui veut dire creuse, approfondit la parole. Et qui, en fait, je l'ai su après, ce sont des cours qu'il donnait lui-même à l'Yeshiva sur le Chumash, sur la paracha, et desquels il a sorti ensuite ce fameux livre. Et comme beaucoup d'entre nous, quand j'allais à Beth Knesset le matin, et que je voulais un petit peu bouquiner en attendant qu'on fasse les Miché Berach et tous les trucs comme ça. Alors, chaque fois, on prenait un autre livre pour voir un petit peu. Donc, une fois, c'était le Ramban, une fois, c'était... Et puis, le Netziv, ça fait partie de ceux qu'on prenait pour voir. Ouais. Et quand j'ai commencé avec le Netziv, je me suis aperçu qu'il était vraiment original, quoi. Et donc, ça a commencé pas à cause de sa personnalité, que je connaissais pas du tout. À cause de ses commentaires, que je trouvais pas banal, en fait, et puis surtout cohérence, il avait une certaine méthode, etc. Et donc après, c'est ça qui m'a intéressé, donc j'ai commencé à m'intéresser à lui, et à quel moment il vivait, donc je savais qu'il était à Volojine, mais je savais pas plus que ça, et je me suis aperçu que c'est quand même un grand bonhomme, quoi. En tout cas, un grand bonhomme attachant, et il m'a beaucoup, voilà, je suis rentré dedans. Et c'est quelqu'un qui est attachant parce qu'il a à la fois des qualités humaines. Il représente un peu le monde d'avant la Shoah, quoi. C'est le monde très particulier des yeshivot lituaniennes. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le Gaon de Vilna, donc on va dire la place forte de la Lituanie toranite. Le Gaon de Vilna, qui est à l'origine, en fait, indirectement ou directement, de la création de cette yeshiva. Et Volojine, ça se trouve en Lituanie. Et donc, ça représente tout ce courant qui est le courant, ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'amdani, c'est-à-dire c'est l'étude pour l'étude. Pourquoi tu étudies ? Pour étudier. Tu étudies pourquoi ? Pour connaître la parole d'Hachem. Et qu'est-ce que tu étudies ? Tout.
tout ce que Dieu a écrit, j'étudie. Donc, en fait, évidemment, dans les Yeshivot, on étudiait essentiellement, jusqu'à aujourd'hui, la Gemara, donc le Talmud. Mais à Vologine, pour la première fois, ils ont décidé d'étudier systématiquement tout le Talmud. C'est-à-dire que, normalement, dans les yeshivot, on fait un choix. Tout le monde connaît des traités qui sont les traités populaires, qui ont encore quelque chose à nous apprendre au niveau de l'actualité. Je sais pas, les problèmes de dommages, Baba Metzia, Baba Kama, etc., les problèmes Brachot, Shabbat, les fêtes, etc. Mais il y a plein de traités de Talmud qu'on n'étudie pas vraiment parce que, voilà, évidemment, quand on fait le Daf Yomi tous les jours, on finit par passer par ces traités-là également. Dans les yeshivot, on n'a pas, en général, on n'étudie pas ce genre de choses. Mais à Vologine, on étudiait tout du début jusqu'à la fin, parce que rien ne méritait qu'on se détourne. C'était la parole divine, et donc il fallait étudier. Alors il y avait ça, mais il y avait aussi une approche très particulière par rapport au sionisme, déjà, par rapport à Israël, et aussi par rapport à la réforme. Oui, parce qu'on est au 19e siècle. Voilà. Au 19e siècle, c'est le siècle de tous les mouvements, de tous les changements, de toutes les réformes, et de tous les défis pour un monde orthodoxe qui tient à garder ces jeunes autour de lui. Et ça a été, il faut bien le dire, un grand échec en général. C'est-à-dire, si on parle maintenant en Europe de l'Ouest en particulier, c'est-à-dire tout ce qui est à partir de l'Allemagne jusqu'à l'océan, c'était en fait, pour la première fois, les jeunes juifs ont la possibilité de rentrer en fac. Il n'y a plus d'interdiction, il y a plus de... Et donc, ils découvrent un monde qu'ils ne connaissaient pas, et très rapidement, on laisse tomber les yeshivot, on laisse tomber la pratique religieuse également dans beaucoup de cas. Certains vont jusqu'à la conversion au christianisme, heureusement ce n'est pas la majorité, mais en tout cas, il y a ce mouvement d'assimilation, il y a une crise énorme et très rapide, et que personne n'avait vu venir, quoi, en fait. Et les rabbins d'Allemagne en particulier ont beaucoup de mal à garder les jeunes derrière eux. Le seul qui a vraiment réussi, c'est le Rav Hirsch, parce que justement, il avait une chita, une méthode qui était de ne pas dire non à toute la modernité, mais au contraire de rentrer dans le monde universitaire, de parler le langage universitaire pour essayer de rapprocher tout le monde et de montrer que la Torah n'est pas en contradiction avec ça. Donc il appelait ça Torah Imderech. Mais à part lui, à Francfort, le reste était la catastrophe. Et donc, à Vologine, eh bien, en Europe de l'Est, les choses n'étaient pas aussi violentes que ce que c'était en Europe de l'Ouest, mais tout le monde connaissait, la Scala commençait à venir, les jeunes commençaient aussi petit à petit à étudier d'autres choses, et le même défi finalement se posait à nos rabbinim. C'est pour ça que j'ai appelé le bouquin « Relever le défi ». Et le Netziv a été confronté à ça, et il a eu une approche très différente des autres. Très particulière. Ça vous a plu? Oui, ça m'a plu parce que ça prouve l'originalité du monde. Mais il avait... en fait, la recherche du Netziv, c'est d'abord la recherche de l'authenticité. Il fallait qu'il soit authentique. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas les phrases toutes faites, les idées préconçues, etc. Par exemple, quand il a commencé à écrire ses vrais livres de halakha, il était dans des domaines que personne n'allait. Il est allé voir vous savez, les premiers écrits des géonimes. Donc, je ne sais pas, les Géonim, l'année 8e siècle, 9e siècle, 7e siècle, des choses qu'on n'étudiait plus. Et il est allé voir, il a écrit un commentaire là-dessus. Il voulait justement aller le plus loin possible, le plus ancien possible, retrouver les choses dans leur authenticité. Dans leur source. On l'a même vu aller à la fac de Pétersbourg pour voir, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait là-bas des Kitveya, des manuscrits, etc. Donc, c'est incroyable quand Rosh Yeshiva... Même aujourd'hui, enfin à l'époque, je sais pas qui va à l'université pour faire des recherches. Enfin, voilà, mais lui, c'est université, c'est pas important la mise guérette, c'est pas important le cadre. Ce qui est important, c'est la vérité. C'est en ça qu'il est extrêmement moderne. Et là, il est très percutant pour aujourd'hui aussi. Bien sûr. Alors, il y a cette histoire de réforme où il fallait prendre position. Est-ce qu'on va se séparer des réformistes, oui ou non? Lui était contre la séparation. C'est incroyable quand on entend ça. Ouais, lui était contre tout le. Il était contre le fait que les orthodoxes se séparent des réformistes. Oui, parce qu'à l'époque, c'était le grand tremblement de terre en fait. En Allemagne en particulier. Et donc les communautés orthodoxes, pour se protéger, on dit, il faut qu'on dise une fois pour toutes... Mais il n'a pas été suivi du tout. Non, il n'a pas été suivi, non. Certains lui ont dit, ouais, tu dis ça parce que chez toi, ils ne sont pas aussi virulents que chez nous, donc évidemment... Mais lui, chez toi, ce n'est pas des vrais réformés. Ce n'est pas des vrais réformés. Bon, c'est vrai qu'en Russie, même ceux qui voulaient sortir un petit peu du côté yeshiva, ils avaient quand même d'abord reçu une éducation juive très, très forte. Et donc c'est vrai que ce n'était pas exactement la même chose. Mais lui, il ne parlait pas de ça, il parlait du principe même. Il dit, on ne sépare plus depuis la destruction du temple, on ne se sépare plus entre juifs, c'est plus possible. On doit rester ensemble. On doit rester ensemble, on a des différences, divergences, il faut discuter, etc. Il était contre tout ce qui est chérem, tout ce qui est mise à l'écart, etc. Il était pour la hardoute.
Il était pour la Ardout de manière très sincère et authentique. Et il pensait surtout que c'était dangereux. On vit pas, on n'est pas suffisamment nombreux et suffisamment puissants pour nous permettre ce luxe de mettre des gens à nous de l'autre côté de la barrière, quoi. Donc ça l'énervait énormément. Et comme c'était quelqu'un de très très respectable à la fin, puisque c'est quand même le Rosh Yeshiva de la grande Yeshiva, la plus grande Yeshiva d'Europe, où il y avait à la fin il y avait 400. Bon, aujourd'hui 400, ça semble pas beaucoup. À l'époque c'est énorme. Il est arrivé, il y avait une centaine d'élèves, il est reparti, il y avait 400 élèves. Et il a donné un cachet très particulier à cette yeshiva. D'ailleurs, les anciens de la yeshiva ont fondé d'autres yeshivot qu'on connaît encore aujourd'hui dans leur nom, puisque, je sais pas, les yeshivot qu'on connaît aujourd'hui à Bnei Brak, sont toutes finalement des yeshivot qui ont été créées là-bas en Europe de l'Est par des anciens de Vologine qui ont essayé de reproduire le schéma avec plus ou moins de bonheur. Alors ça, c'est son côté, on va dire, ce qui le rattache vraiment au peuple juif, mais il y a aussi toutes ces questions liées à Israël, dont les gens ne parlaient pas tellement à l'époque dans les yeshivot, c'était pas tellement évoqué, et lui, il prend des positions très claires. Très tranchées, ouais. Bon, juste avant, peut-être, pour revenir à l'histoire de Ardout, il y a parmi ses élèves très connus, Ok. il y en a 2 en tout cas que tout le monde connaît, et qui sont passés par Vologine, qui ont un rapport très particulier avec le Netziv, et qui sont complètement différents, tout en étant beaucoup ressemblants. Un, c'est le Rav Kook, qui est resté seulement 1 an là-bas, mais il s'est attaché dès le départ au Netziv, c'est devenu un de ses élèves privilégié. Et d'ailleurs, il a appelé son fils, le Rav Kook a appelé son fils Tzvi Yehuda, exact. parce qu'il s'appelait Tzvi Yehuda, donc le Netziv. Et le deuxième, c'est Chaim Nachman Bialik, donc le grand auteur, le grand Nachman Bialik. Et donc Bialik. Et Bialik parlait un ivrit déjà formidable. Il est allé étudier là-bas. D'ailleurs, il a écrit des poèmes concernant le Beth incroyable quand même quand on y pense. Il était tellement fier, le Netziv. Il était fier que Bialik d'avoir un... Alors, d'abord, Bialik était certainement fier puisqu'on voit dans ce qu'il écrit, la nostalgie qu'il avait du Beth Midrash, etc. C'est des poèmes très connus de Bialik là-dessus, où il parle de ça, il parle de son maître, et il parle de... Bon, évidemment, après, il a fait la vie qu'il a fait, tout le monde connaît, mais malgré tout, il restait très attaché. Mais c'est surtout le Netziv qui était fier de Bialik, parce que... C'est incroyable. Oui, parce que quand il y a des gens qui venaient visiter la yeshiva, il disait et maintenant je vais vous montrer comment chez nous à Vologine on parle ivrite. Chaim Nachman vient leur parler. Et il parlait, il était très fier de voir qu'il parlait à un ivrite exceptionnel. Bon, ça c'est le côté Ardout, le côté attachant. Et à part ça, donc, tu as posé la question sur Israël. Bon, il n'y a pas encore de sionisme, hein, c'est-à-dire le sionisme politique n'existe pas. On est à quelle époque exactement? Eh ben, bon, il a fermé la yeshiva dans les années 90 du siècle dernier. Donc en fait, on parle des années qui vont de 1850 à 1890. À 1880, voilà, 90, 80, un peu plus. Et il y a déjà eu ce qu'on appelle la première aliyah, c'est-à-dire il y a eu les pogroms de 1881, avec ce que ça a provoqué comme tremblement de terre de nouveau chez les Juifs de l'époque, soit des gens qui disaient on va faire la révolution en Russie et on va transformer le régime du Tsar en régime beaucoup plus ouvert, c'était les bundistes qui étaient très, très importants à l'époque, soit ceux qui disaient on n'a rien à faire en Russie, ça ne marchera jamais, c'est pas comme l'Europe de l'Ouest, on s'en va. Et alors il y a eu le grand mouvement pour les États-Unis où il y a plus d'1 million de Juifs qui sont partis en très peu de temps, et il y a eu les premiers pionniers qui sont partis dans le nord d'Israël. Et voilà, tout le monde connaît l'histoire de ces villes qui au départ étaient des petits villages, donc Petah Tikva, Rishon LeZion, etc. C'est ce qu'on appelle la première aliyah. Rosh Pina, là-haut. Et Rosh Pina sont des trucs agricoles. C'est la première fois depuis Bar Korva que les Juifs s'occupaient de l'agriculture. Et donc, ces gens-là, il fallait les aider. Il fallait surtout un soutien rabbinique important. Sinon, s'il n'y avait pas de soutien rabbinique, le soutien financier ne viendrait pas. Sans soutien financier, il n'y a aucune possibilité de faire n'importe quoi, de faire rien du tout. Donc lui évidemment, quand tout le monde attendait, qu'est-ce que le Netziv va dire? Le Netziv, qu'est-ce qu'il va dire? Et le Netziv a dit, il faut soutenir le mouvement. Non seulement il faut soutenir le mouvement, mais je suis prêt, moi, avec toutes les occupations que j'ai à la tête de la yeshiva, je suis prêt, moi, à faire partie du mouvement si on veut bien de moi. Alors, il a écrit un papier comme quoi il s'inscrit au mouvement, qu'on appelait à l'époque le mouvement sioniste. Alors, ça ne s'appelait pas encore sioniste, ça s'appelait Chovevet Zion. Okay. Donc, c'était avant Herzl. Et mais c'était déjà la même problématique. On lui reprochait au Netziv. Le chef des Chovevet Zion, c'était un docteur d'Odessa qui n'était pas religieux, c'est-à-dire qui s'appelle celui qui a écrit Auto-émancipation, Pinsker, et son bras droit c'était Lilian Blum, qui à l'époque, avant les pogroms, était un type qui disait il faut la réforme, et après il a fait tchouva à cause des pogroms, etc. Mais enfin, personne n'avait oublié ce qu'il avait écrit avant. Et voilà donc un mouvement qui est soutenu. Donc à la tête du mouvement, il y a 2 personnalités qui ne sont pas du tout religieuses, et vient le Netziv, il dit je veux faire partie du mouvement. Et alors on est tellement heureux qu'il fasse partie du mouvement qu'on le nomme
nomme un des responsables. Et il dira, en recevant sa nomination, je ne veux pas seulement sur le papier faire partie des responsables, je veux faire des choses, je veux agir. Je veux faire des choses. Envoyez-moi tous les protocoles des différentes réunions qu'il y a eu, j'ai mon mot à dire sur tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à Guédera, qu'est-ce qui se passe avec la Shemitah, et voilà, qu'il prend position sur un tas de choses, et pas seulement sur les problèmes religieux, et il demande à chacun de donner de l'argent, etc. Et on lui reproche, évidemment, on lui reproche. Comment tu peux soutenir un mouvement où à la tête, il y a des gens qui mangent pas cachère, etc. Il y a une petite résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, quand même. Et c'est incroyable comme les choses ne changent pas, quoi. Et il aura, à propos de ça, il aura cette image que j'ai revue chez personne d'autre, y compris les sionistes très, très fervents. Quand quelqu'un lui a reproché de soutenir Pinsker, il a dit ce truc incroyable. Il a dit, mais Moshe Rabbeinu, quand il était venu pour sauver le peuple, on lui a dit, mais t'es pas comme nous, tu parles égyptien, t'es habillé en égyptien, t'as vécu en égyptien, qu'est-ce que t'as à voir avec nous? Et il a eu cette chutzpah, j'allais dire, entre guillemets, de comparer Pinsker à Moshe en disant c'est pas l'apparence extérieure qui est importante. Il faut savoir dans quelle motivation les gens font ça. Et s'ils ont réellement les capacités de créer un mouvement de sortir de l'exil, ben, il faut les suivre. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, de reconnaître la valeur de ceux qu'on fréquente, de ceux à qui on parle, de ceux qui nous dirigent, sans forcément regarder le cadre. Bien sûr que ça nous manque. Encore qu'il faut quand même dire qu'il a tout fait pour que le mouvement, dans les instances démocratiques, le mouvement est déjà instauré, que ce soit des gens plus religieux qui soient à la tête. Il ne s'est pas privé de dire, je préfère que ce soit le Rav Moïse Lever plutôt que Pinsker, etc. Mais ça n'a jamais remis en cause son engagement jusqu'à son dernier jour. Alors, on sent beaucoup de passion quand vous parlez de lui. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que son personnage vous a inspiré dans votre vie, dans votre façon de vous impliquer dans plein de choses? Chaque fois qu'on s'intéresse à quelqu'un et qu'on éprouve une certaine empathie pour lui, c'est sûr que consciemment, ça doit bien sûr influencer. Oui, ça doit influencer. En tout cas, ce que moi j'ai retenu de lui, c'est surtout ce côté l'absence totale de kherem, de mise à l'index. C'est-à-dire, tu peux discuter très fermement. Tout le monde on peut parler avec tout le monde, on peut accueillir tout le monde. Encore une fois, il était très ferme sur ses positions. Il n'a jamais il a transigé sur des trucs de principe clés. Et d'ailleurs, pour la Shemitah, par exemple, on est en train de terminer une année de Shemitah. La Shemitah, à son époque, c'est la première fois, depuis de nouveau Bar Kokhba, en fait, la première fois que les Juifs avaient le problème de la Shemitah. Et c'est à ce moment-là qu'on a posé la question aux grands rabbinim de l'époque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de travailler la terre? Est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler la terre? Est-ce que c'est des rabbanan, de Reta, etc. Il se trouve que la plupart des rabbinim qui ont soutenu le retour à Tzion ont trouvé des facilités en disant on va vendre la terre, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et la plupart des rabbins qui étaient de toute façon opposés à toute l'aventure du retour en Israël ont trouvé toutes les raisons du monde pour dire non, c'est interdit, on ne peut pas. Si tu vas en Israël, il faut faire la Shemitah telle qu'elle est. Et puis le Nativ, c'est le seul parmi les rabbins pro-sionistes, on va dire, qui était intransigeant là-dessus. Il dit mais non, on vit en Israël, c'est pour garder les mitzvot de la Torah, on ne peut pas se permettre de changer, même s'il y a des possibilités au niveau halachique, il faut essayer jusqu'au bout, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui était malléable, c'est quelqu'un qui n'avait pas de principe. Au contraire, c'est quelqu'un qui avait d'énormes principes, très fermes quelquefois. C'est pour ça que son engagement a encore plus de valeur à vos yeux. Et justement. Et malgré tout, il avait cette conception du peuple juif comme peuple un. Non, c'est quelqu'un de très attachant, de très particulier et de très émouvant aussi. À la fin de sa vie, en fait, il a fermé la yeshiva parce que les autorités russes qui voyaient déjà d'un œil très, très mauvais la yeshiva, parce qu'ils avaient une politique évidemment de russification des masses juives, et la yeshiva de Volohine c'était le contraire. Donc ils n'osaient pas fermer tout de suite. Ils ont dit ok, vous pouvez continuer, mais alors il faut que il y ait des cours de russe. Alors il dit bon, ok, des cours de russe, puis après des cours de littérature russe, etc. Puis après il ne faut pas étudier le Talmud trop longtemps dans la journée, etc. Bon, il s'est aperçu que petit à petit c'était la fin de la yeshiva. C'est pour ça qu'il a fermé. Il a préféré fermer au bout d'un moment. Et il a dit, si c'est comme ça, j'ai plus d'yeshiva, j'ai plus rien à faire ici, je pars en Israël. Il a dit, je pars en Israël. Et donc, il était déjà assez âgé, puis il avait des problèmes de santé, il a dit, je pars en Israël. Ses médecins lui ont dit, il leur deux questions que tu partes avant de voir les vrais médecins qui sont à Varsovie. Alors, il va à Varsovie, et à Varsovie, on lui dit, c'est trop tôt, parce qu'il fait froid, le voyage va être difficile pour vous, il faut rester ici, attendre au moins les beaux jours, attendre l'été avant de commencer le voyage. Il dit, bon, j'attends l'été.
Malheureusement, il est mort pendant cet été-là, donc il n'a pas pu venir en Israël. C'était évidemment Mais c'était vraiment son souhait. C'était vraiment son souhait. Et alors pourquoi je raconte cette histoire? Parce que quelques semaines avant sa mort, il y a quelqu'un qui lui amène, il est donc à Varsovie, il attend de pouvoir partir, et quelqu'un lui amène les premières bouteilles de vin d'Israël, et il a les larmes aux yeux, et il prend ce verre de vin, et puis il dit Shechianu, la prière qu'on dit quand il y a des choses extraordinaires qui nous arrivent. Des nouvelles, ouais. Et puis il dit quelle chance et quel mérite nous avons aujourd'hui de pouvoir boire du vin qui a été fait par des mains juives en Eretz Israël. C'est une des dernières choses qu'il a écrites sur le rapport qu'il a eu avec ça. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois très... Si on voit sa photo d'ailleurs, on voit sa photo quelque part derrière. On voit sa photo. Alors ceux qui nous regardent, regardez bien la photo, regardez les yeux du Netziv. Et ça, c'est la réponse à la question que Cathy m'a posée au début. Qu'est-ce qui m'a attiré sur lui? Regardez ses yeux comme ils sont doux. C'est quelqu'un qui était très proche de ses élèves. Très compréhensif, très... tu ne devrais pas étudier tellement, il est tard, tu devrais aller te coucher, alors que lui-même est... Oui, et puis il participait aux fêtes, et puis il savait s'amuser. Participer au Pessah de Vologine, etc. Voilà, c'est quelqu'un de très spécial, et ses enfants également sont des grandes personnalités. Il y en a un qui s'appelle Meir Bar-Ilan, qui s'appelait Berlin. C'est son nom de famille. Il a hébraïsé en Bar-Ilan, et c'est en son nom qu'on a l'université de Bar-Ilan. Il est devenu un grand sioniste, alors lui pour le coup un vrai, puisque c'était déjà à l'époque de Herzl et du sionisme politique. Il a été un des grands rabbinim qui ont soutenu. Il était au congrès de l'Ouganda, etc. Et puis on a également un kibbutz qui s'appelle Ein HaNatziv, qui sont dans la vallée de Bet-Shean, et dont le nom est un hommage au Natziv de Vologine. Alors, Eli Kling, on vous écouterait parler encore très longtemps, sans que vous êtes vraiment passionné par le sujet. Ben, nous, ça nous fait très plaisir. En tout cas, c'est un livre, on apprend beaucoup de choses, vraiment, sur cette personnalité hors norme, le Natziv de Vologine. Le titre, c'est « Relever le défi ». Vous pouvez l'acheter sur Amazon, évidemment, sur le site édition Lishma. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être conquis par l'exposé que vous venez d'en faire. Et alors, si on veut en même temps joindre l'utile à l'agréable et avoir le bouquin et participer à aider Chemdat Darom, alors on peut le commander chez moi. Alors, il coûte un peu plus cher, mais c'est un don pour Chemdat Darom. Ah ben ça, c'est sympa. Comment on fait pour le commander chez vous? On m'envoie un petit mot sur WhatsApp ou sur Facebook. Ou sur Facebook. Donc, vous tapez sur la page Facebook Eli Kling et vous lui demandez en privé d'avoir le livre, et vous ferez un don et vous aurez un super bouquin à lire. Merci beaucoup, Eli. Merci à toi. À bientôt. Leitrot. Ciao.